Alors, donc maintenant, je voulais parler un peu de ton rapport à la spiritualité. Mhm. Tu es un ancien musulman, Ouais, un ancien converti, donc tu t'es converti à l'islam. ouais. Tu as été musulman pendant 5 ans, et puis finalement tu es devenu apostat, pour des raisons que je ne connais pas, mais que tu vas nous expliquer. Et tu es passé à une forme de spiritualité New Age, on va dire, parce que j'y connais rien, donc j'utilise cette expression Non, en pour les fait, gens c'est qui pas n'y ça. connaissent rien. J'ai commencé par la spiritualité New Age. J'ai été happé par une situation très difficile puisque je me suis retrouvé à la rue et j'ai connu du coup la galère, hein, vraiment. Et j'ai découvert l'islam à ce moment-là, dans cette période-là. Je suis rentré dans la communauté musulmane à cette période-là. Et j'y suis resté pendant 5 ans avec une certaine distance et surtout dans les livres. Et puis par la suite, je suis devenu athée et je me suis reposé mes questions fondamentales de spiritualité derrière tout ça et j'en suis arrivé à une sorte de vision de gnose positive en fait, de regard spirituel, mais assez terre à terre en fait, assez tourné vers soi. Je pense que la grande question du sacré, c'est la question de la personnalité. Oui, c'est ce que tu avais écrit tout à l'heure. Il ne faut pas construire l'identité, mais la personnalité, Oui, si c'est je me ça, souviens de tes mots. tout à fait. Euh, et alors cette spiritualité-là, ça t'est inspiré par quoi? Par l'Orient, le bouddhisme ou le chamanisme? Parce que Non, j'ai par déjà entendu parler hein, de ce. non, ce qui me touche le plus comme approche, c'est l'approche des historiens en fait. C'est la manière dont un historien regarde le fait social. C'est très instructif sur une manière de relativiser euh, sa relation avec l'expérience de la vie humaine dans tout son déroulé et ses productions intellectuelles, garder une certaine distance avec ses productions, être capable de les critiquer, de les historiciser, etc. Et je trouve ça vraiment absolument passionnant le regard qu'un historien porte sur, sur la société, sur lui-même, et même sur les questions religieuses. L'historien a l'avantage d'avoir le recul du passé et de ne pas être dans le feu de l'action. Ouais. Parce que euh, c'est pas évident d'analyser ton époque parce que t'es dedans. Tu manques d'objectivité parce qu'il y a toujours des conflits, t'es pris dans un camp, dans un autre. Alors que analyser ce qui s'est passé il y a un siècle ou deux, tu peux commencer à regarder ça avec distanciation. Ouais, Tu tout vois, à fait. il y a genre des historiens qui commencent à dire, alors timidement parce qu'ils ont des emmerdes, ils ont des procès au cul à cause de ça, parce que c'est encore récent, il y a encore des décisions de cour martiale, etc. C'est des gens qui revoient la Seconde Guerre mondiale avec un Mm, avis plus neutre, mm. qui, qui disent il faut arrêter, là c'était les gentils, là c'était les méchants, la guerre c'est pas ça. Et peut-être que dans, je sais pas, quelques décennies, on reconnaîtra notamment à François Cavana d'avoir eu un peu le même talent que Céline pour raconter la guerre du point de vue de quelqu'un qui n'a pas de ferveur patriote et qui trouve que la guerre est une saloperie Mm. et qui ne choisit pas de camp. Oui, Quitte à se faire traiter de collabo. Et ça te parle ce type de recul historique? moi, je suis de plus en plus préoccupé par le principe même qu'on est en situation dans laquelle il y a des conflits et où on est impliqué, nous, à titre personnel, chacun par telle ou telle mise en situation conflictuelle sur notre planète aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'on nous demande de nous impliquer. Et je pense que le nerf de la guerre, il est là. Et en fait, si moi j'ai décidé de m'impliquer, c'est d'une manière où je dis
allons-y, mettons sur la table nos cultures, nos productions intellectuelles, philosophiques, nos modes de vie, etc. Et essayons de voir comment on peut vivre ensemble. En paix, et voilà. Et je pense que j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort quelque part, et je pense que c'est bien d'avoir une zone de confort. Euh, j'ai un privilégié de la paix dans le monde, quoi, par rapport à d'autres coins de la planète ou même de France. Mais j'en suis parfaitement conscient. Et ce que je sais, c'est que ça marche bien, quoi. On a des belles choses là. Et je dis pas à tout le monde de venir habiter dans des coins où ça se passe bien, mais je pense que on- le bon sens et l'amour, ça dirige le monde. C'est ça qui donne la direction. Je suis pas en train de dire que ça marche à tous les coups et que ça y est, on a gagné, on est dans le meilleur des mondes. Je suis juste en train de dire que ce qui nous donne du sens et ce qui nous tire vers l'avant, c'est l'amour et le bon sens. Et le reste, c'est des éléments qui doivent pas nous amener à nous entretuer, quoi. C'est pas possible. On doit trouver une autre manière de se gérer à l'échelle collective. Et est-ce que Donc, t'es sûr, voilà. pardon, t'avais peut-être pas fini. Non, c'est tout, c'est tout. Est-ce que t'es sûr que le pacifisme c'est vraiment une situation confortable? Parce que ça a quand même coûté la vie à Jean Jaurès. Parce Ouais, et que puis quand tu es agrandi. pacifiste, on peut t'accuser du coup d'ouvrir la porte à l'ennemi, donc d'indirectement menacer la vie de ton peuple. Mm. On en parlait tout au début, mais je te donne un autre exemple. Je sais pas si tu connais le dessinateur qui faisait des chats, des jeux de mots avec des chats. Ouais, ouais, si. Un militant pacifiste, anarchiste. Mm, mm. Il était pacifiste longtemps. À la fin de sa vie, un peu revenu là-dessus, mais et il y a une fois où il est intervenu à la télé Mm. face à un ancien combattant et il a fait une provocation, le genre de provocation qui passe très très mal. Il a dit, et il a dit à l'ancien combattant, vos médailles là c'est des morts, c'est des femmes, c'est des enfants, parce que qu'est-ce que vous faites des morts du côté allemand? La foule l'a hurlé, la foule l'a hué, ouh, collabo, traître. Bon, c'était une anecdote télévisuelle, mais ça te montre que avoir un discours pacifiste, c'est pas du tout confortable. Non, moi je suis pas Puisque en train de dire que, on te voit comme un bien traître, comme sûr, un Judas, comme quelqu'un qui va bien livrer les sûr. siens à l'ennemi. Mais c'est justement C'est tout l'objet de ce que je suis en train d'écrire là pour le ouais. tome 2, la tentation des sabres. C'est à un moment donné dans la guerre, quand on est en situation de conflit ou qu'il faut s'y préparer, qu'est-ce qui peut faire qu'on va encore choisir de ne pas céder, de ne pas changer, de ne pas être corrompu par la guerre, parce que la guerre corrompt. Elle a elle a tendance à alimenter le fait que la légitimité s'inscrit dans le plus de violence possible. Et, et moi, je le constate ça aujourd'hui. Il y a des phénomènes religieux dans lesquels l'extrémité l'extrémité la plus poussée, quand on met justement le symbole au-dessus de, de la violence, ça devient une façon de communiquer, ça devient un langage, ça devient une culture. Et je suis pas pour ça du tout. Donc je pense que au contraire, c'est à la culture de paix de reprendre les éléments culturels. Et quand il s'agit de parler de la violence, parce que j'en parle beaucoup dans mon roman, il s'agit d'en parler d'une manière justement à mettre en valeur la lumière. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se poser la question de la paix qu'on va construire. Comment est-ce qu'on va faire après la guerre? Quel monde on va bâtir? Les résistances se sont pas battues sans objectif derrière. Ils n'avaient pas pour finalité juste de chasser les nazis. Ils avaient un monde à bâtir. Ils ont bâti un programme. Ils ont édifié une société française derrière ça. Et c'est un bel héritage qu'on a eu quand même derrière. Donc, je crois qu'il faut pas cracher non plus sur ce qui a été fait au niveau des avancées sociales qu'on a eues en France au cours des années 40, 50, 60, quoi. Pour rappel, les résistants, c'est justement ceux qui n'ont pas choisi la non-violence.
Parce que tu sais, Oui, la oui. plupart des gens n'aiment pas la violence. En particulier en France, on n'est pas du tout un peuple de guerriers, nous Français. On est un peuple de paysans, de cuisiniers, d'inventeurs, mais Mhm, mhm, on n'est pas très mhm. porté sur. Bon. Euh, et pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, la majorité des gens ne se sont pas battus. La majorité ont fui les zones en guerre d'abord. Hein, il y avait des Mhm. exodes de partout, des réfugiés, comme on a aujourd'hui ici. Et beaucoup de gens qui prennent la fuite. Hein. Tu sais, comme face à une bande de racailles dans la rue, la meilleure défense c'est le sprint. Et tu crois qu'on peut pas Et il y a aussi, il y a des gens qui ont choisi, même le gouvernement, de se soumettre à l'ennemi, parce qu'il valait mieux vaut capituler qu'un bain de sang. De toute façon, les guerres finissent toujours en capitulation, tu vois. Euh, donc ils ont déclaré forfait, tout bêtement. Et il n'y a qu'une toute petite minorité qui a choisi de continuer à se battre. Mhm. Donc ces résistants qu'on admire aujourd'hui sont aux antipodes de ta philosophie non violente qui, je pense que tu vas dans le sens de la majorité des Français. Hein. La majorité des Français ne souhaitent pas qu'il y ait de guerre civile, ne souhaitent pas qu'il y ait d'affrontements interethniques. On n'a pas envie d'être un territoire de guerre. Bah oui. C'est clair, c'est clair. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Pour ça, il faut justement prendre en considération que les questions internationales sont des questions nationales, au sens vraiment de la question nationale. Qu'est-ce que c'est s'intéresser à notre territoire et aux enjeux qui nous concernent? Et ben, c'est déjà s'intéresser au reste du monde, parce que le reste du monde a une influence majeure sur l'état de notre société.